Écoutez, bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième conférence du jour. Aujourd'hui, on va parler du parcours client post-Covid, parce qu'évidemment, l'année a laissé son lot de surprises et de changements. J'ai aujourd'hui la chance d'être accompagné de trois experts du digital, chacun sur un segment particulier, pour essayer de penser ensemble, réfléchir ensemble à comment, en tant que restaurateur, commerçant mais surtout restaurateur, vous pouvez en 2021 proposer un parcours client voilà, le plus parfait, sans coût, sans friction. Et évidemment, il y a plusieurs points sur lesquels on va revenir. Euh, Aujourd'hui, donc j'ai le plaisir d'être accompagné par trois personnes qui ont des spécialités assez différentes. J'ai d'abord Mathieu. Mathieu, je vais peut-être te laisser te présenter. Bonjour à tous, donc moi c'est Mathieu Crespo, je suis directeur commercial et directeur des partenariats chez l'AFP euh, et donc en charge de tout ce qui est paiement mobile augmenté, nouvelles expériences, dont notamment dans la restauration. Voilà. Pour rappeler, peut-être que tu peux nous rappeler ce qu'est l'AFP pour Ouais. ceux qui ne connaîtraient pas, parce que c'est toujours... Donc l'AFP c'est une fintech française, leader du paiement mobile augmenté. On offre des solutions de paiement mobile simples, avant-gardistes et sécurisées. Et tout ça à destination donc des commerçants, mais surtout une communauté d'utilisateurs, d'un peu plus d'un million et demi de users à date. On accompagne autant des grandes enseignes que des professionnels indépendants, de manière à digitaliser leurs relations clients et fluidifier, diversifier les parcours d'achat. Voilà. Merci Mathieu. J'ai Pierre-Olivier aussi aujourd'hui avec moi de Guest Online. Pierre-Olivier, je te laisse faire de même. Ouais, bonjour à tous, Pierre-Olivier Bouchot, je suis le responsable commercial de l'équipe Guest Online. On est une équipe toulousaine, 15 personnes, spécialistes des solutions de gestion des réservations pour les restaurants. Ça fait depuis 14 ans que l'on travaille dans le domaine. On travaille avec un peu plus de 1000 clients maintenant et on réfléchit effectivement aux enjeux de la réservation de demain. Merci Pierre-Olivier. Et Guillaume de Verifone. Ah, Guillaume, t'as un problème de micro. Eh ben non, on t'entend toujours pas. C'est parce qu'il voulait que tu fasses sa présentation. Je veux bien te présenter. Ah, vas-y. Je vais voir si tu connais. Guillaume, du coup, on va passer, mais Guillaume, donc, qui représente aujourd'hui Verifone, acteur du paiement en salle, mais aussi en ligne, qui vient aussi pour partager cette expertise euh, en notre compagnie. Tu es là, Guillaume, ou pas? Ah, il se reconnecte, on va attendre Est-ce deux que vous secondes. m'entendez? Oui, ça y est, c'est bon. C'est mieux? Ah, c'est bon, bah voilà, bah je te Bon, laisse te représenter alors. parfait. Alors bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Désolé pour ce petit bug technique. Donc effectivement, je suis Guillaume Broutard, donc je suis le directeur commercial France Ça saute Benelux. pas mal, Guillaume, hein. Je vais couper la vidéo peut-être. Ouais, essaye de couper la vidéo. C'est mieux comme ça? Yes, on est bon. Donc je suis le directeur commercial donc France Benelux pour Verifone. Verifone, c'est une fintech mais qui existe depuis 40 ans, un groupe américain et qui aujourd'hui propose toutes les solutions de paiement, en passant par le terminal de paiement, la plateforme de paiement retail, la plateforme de paiement e-commerce. Et aujourd'hui, l'objectif, l'ambition de Verifone, c'est de devenir le leader des solutions omnicanal. Super, merci Guillaume. Et du coup, je me présente rapidement avant qu'on démarre cette conférence. Martin Moncatino, directeur marketing de Tasty Cloud, qui pour le coup est une startup qui accompagne les restaurateurs sur les problématiques autour du menu. Et notre solution permet de créer un menu digital et de le diffuser en ligne ou en salle. Et donc évidemment, la gestion de l'omnicanalité est au cœur de nos préoccupations sur 2021. Surtout après l'année qu'on vient de passer. Aujourd'hui, donc, on a prévu de découper cette présentation en deux grandes parties. La première, c'est de démarrer un peu par les nouvelles attentes du consommateur, qui ont quand même beaucoup évolué, notamment avec cette crise du Covid. Donc, on va revenir là-dessus tous les quatre, pour ensuite vous donner des éléments de réponse sur comment, en tant que restaurateur, vous pouvez proposer un parcours complet, réussi, à vos clients. Puis après, on passera aussi sur une partie questions-réponses, si le temps le permet. Du coup, pour démarrer aujourd'hui, je propose qu'on se repose sur les gros changements et en tout cas les grandes tendances qui émanent de ce Covid. On en a noté quelques-unes qu'on peut voir à l'écran.
entre le télétravail, entre l'essor de la commande en ligne, la digitalisation aussi à grande échelle des consommateurs. Peut-être Guillaume ou Mathieu, qu'est-ce qu'on peut quel constat peut-on faire en fait de cette année 2020 sur les changements des consommateurs à ces différents niveaux-là? Moi, quelque chose m'a fait beaucoup rire. Je sais pas si vous m'entendez, hein, si vous Ouais, c'est bon. Guillaume, ça coupe, vous me dites, hein. Non, c'est vrai que moi, ce que je retiens, c'est que on entend depuis des années, voire 10 ans, que effectivement tous les commerces doivent se digitaliser. Et faut être constater que tous les CTO, CEO de ce monde n'ont pas réussi à convaincre l'ensemble des petits commerçants, et que finalement le Covid aura eu comme effet positif d'entraîner une grande vague de digitalisation forcée, hein, subie parfois, donc dans un contexte très difficile, mais ça a fait énormément avancer les choses dans le comportement, hein, des consommateurs, et également dans le comportement des petits commerçants qui aujourd'hui, on vous fait bien le constat, plus aucun petit commerçant, petit restaurant ignore ce que c'est le click and collect pour répondre aux besoins de ses clients. Donc ça, je trouve que c'est une belle avancée digitale. On dit que 75% des consommateurs ont fait un achat en ligne cette année en France. Effectivement, il y a clairement un essor là-dessus. Au-delà de ça et du digital, parce que c'est vrai que on peut dire que c'est un peu enfoncer une porte ouverte, même si c'est important de le replacer. On remarque qu'il y a un changement aussi dans la journée du consommateur. Peut-être Mathieu, là-dessus, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Je sais que chez LifePay, c'est des choses que vous avez à cœur de travailler. Ouais. Comment on peut voir évoluer cette nouvelle journée du consommateur en 2021, après ce qui s'est passé? Avec ce qui s'est passé là, je pense que la façon de travailler a complètement redistribué un petit peu les cartes, hein. On n'est plus dans ce schéma, on va dire, transport, boulot et on rentre chez soi. Là, souvent, en tout cas une bonne partie de la semaine, hein, on le voit bien, hein, 60% des employés devraient passer 1 à 3 jours par semaine en télétravail. Ça veut dire que on redessine un petit peu le commerce local, le commerce de proximité, avec des zones qui étaient un peu désertées dans la journée et très actives le soir ou le week-end, deviennent maintenant des zones complètement actives en pleine journée, avec une population et on va dire cette zone de chalandise qui est un peu différente et un potentiel complètement différent, là où le commerce va devoir et doit s'adapter pour pouvoir aller à la conquête de cette consommation et de ce potentiel-là qui maintenant est présent. Donc, ça redessine un petit peu le commerce de proximité aujourd'hui, quoi. Ouais, clairement, le commerce de proximité est en train de reprendre une place plus importante. Et en même temps, évidemment, il y a aussi un manque à gagner hein, quand tu parles de C'est télétravail. certain. Tu sous-entends aussi une clientèle de bureau qui peut être moins présente à des moments qui étaient importants pour les restaurateurs. On est d'accord. D'où la nécessité justement d'arriver à mieux travailler autour de son tissu local. Tout le monde est concerné. Tous les commerçants maintenant et tous les restaurateurs sont complètement concernés par cette problématique-là. Ceux qui étaient en zone où il y avait une forte concentration de bureaux vont devoir attirer une nouvelle clientèle aussi les jours où on se retrouve avec 30, 40, 50% du potentiel qui est en télétravail dans une autre zone de la ville ou de la région, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Du coup, Pierre-Olivier, sur la réservation, ce serait intéressant d'avoir un peu ton retour sur l'année de 2020, attentes des clients et peut-être comment vous avez aussi évolué, parce que je sais que chez Guest Online, vous n'êtes pas resté sans rien faire et que vous avez cherché à répondre à vos clients. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu de cette année 2020? Alors, moi, je vais rejoindre un petit peu ce qu'a dit Guillaume au tout début. Effectivement, la digitalisation des restaurants, c'est un sujet qui prend du temps. Ça a été effectivement accéléré au cours de cette année. Si on revient un tout petit peu en arrière, quand même, pour se donner un ordre d'idée, il y a 10 ans, à peine une personne sur 10 réservait en ligne. L'idée à l'époque, c'était simplement de donner une nouvelle manière de réserver. C'était d'ailleurs un peu le début des smartphones tels qu'on les connaît maintenant. On avance un peu, il y a 5 ans, une majorité des restaurants commençaient à posséder des sites internet ou une page Facebook. La réservation en ligne, c'était quoi? C'était permettre aux clients de pouvoir réserver à n'importe quelle heure de la journée, à n'importe quel moment. Au final, de gagner du temps, c'était un gain de temps pour les clients et pour les restaurants. Si on regarde aujourd'hui,
En ce qui concerne la réservation en ligne, alors effectivement, les restaurants à table ont été ouverts sur un court laps de temps cette année, mais il faut quand même se rendre compte que plus d'une personne sur deux réserve en ligne. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de canaux de communication aujourd'hui. Il y a du Google, il y a du Facebook, il y a aussi du Instagram qui est énormément utilisé ces derniers temps. Il y a une multitude de canaux sur lesquels le restaurateur peut désormais échanger. Il peut proposer ses différentes solutions de réservation de table, de commande, effectivement, de paiement aussi. Et surtout, lorsqu'on parle de réservation en ligne, il y a quand même un enjeu, c'est un enjeu de disponibilité. Puisque la réservation en ligne maintenant permet aux clients de savoir exactement quel restaurant a de la place, à quelle heure, pour combien de personnes. Donc finalement, ce qu'on a vu, nous, c'est l'accélération du taux entre la réservation en ligne et la réservation au téléphone. Finalement, la part de la réservation en ligne a énormément grandi grâce aux canaux, grâce à la digitalisation évidemment de tous les utilisateurs. L'enjeu maintenant, c'est de pouvoir utiliser cette réservation en ligne côté restaurateur pour maximiser l'expérience client. Ouais, et t'as raison, c'est un bon mot, c'est bien de finir sur ce mot-clé. Je pense que ça va être la clé de voûte pour les restaurateurs en 2021, cette expérience client. Mais pour faire un parallèle aussi de mon côté, et comme ça la boucle sera bouclée, c'est vrai que chez TestiCloud, on l'a remarqué aussi avec le click and collect, avec un gros essor. On a remarqué également que chez nos clients, les commandes arrivaient de part et d'autre. Donc ça pouvait venir de Google, ça pouvait venir de Facebook, ça pouvait aussi venir d'autres applications dans lesquelles notre solution s'intègre, ne serait-ce que LivePay. Donc c'est intéressant de voir que finalement le point de contact avec le client sont hyper morcelés et qu'il faut arriver à jouer avec tout ça pour proposer une expérience cohérente de A à Z finalement. Et c'est intéressant ce que tu disais sur la réservation, Pierre-Olivier, parce que aujourd'hui, entre avec cette année 2020, entre les jours de fermeture et les jours, en tout cas les jours de confinement et les jours revenus un peu à la normale, les restaurateurs ont dû jouer avec cette alternance entre proposer la résa, proposer la commande en ligne, qu'est-ce que je fais, comment je fais l'un, comment je fais l'autre. Et il y a vraiment aussi, je pense, un sujet à trouver un bon équilibre et peut-être proposer la double proposition à ses clients parce que on sait le click and collect, la commande en ligne sont des gestes qui vont rester, mais on espère et on le sait aussi que le retour au restaurant va se faire, donc il va falloir trouver un bon équilibre entre les deux. Oui, et faciliter, pardon, vas-y Pierre-Olivier. Non, juste pour poursuivre, regarde le nombre d'établissements, regarde le nombre de restaurants maintenant qui possèdent des épiceries, qui proposent directement sur Internet, qui font un mixte entre click and collect et réservation de table quand les restaurants sont ouverts. On l'a vu pendant l'été, il y a eu une espèce de prolongation où finalement son business model n'était pas uniquement sur de la réservation en ligne, même pour des restaurants gastronomiques, sur de la réservation de table, mais il était multiforme. On pouvait proposer directement que ce soit une table, mais également de la commande à côté, ou même utiliser une relation de table et prendre une commande en même temps sur de l'épicerie. Donc pour le coup, l'expérience client désormais elle est multiple, et l'enjeu c'est de faire communiquer ces différents outils. Et ça, on connaît tous les deux. C'est comme ça. Je sais pas si Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose, mais c'est vrai que tu parles du coin épicerie, en tout cas de créer peut-être un peu plus que l'offre de restauration en salle, notamment sur ta proposition en ligne. C'est comme ça que finalement tu crées une expérience aussi, que tu arrives à embarquer ton consommateur dans une vraie expérience. Et ça, c'est intéressant pour le coup, car évidemment. La commande en ligne n'est pas forcément et systématiquement la même proposition que ce que tu proposes à ton client qui vient sur place. Ouais, et puis selon moi, il y a quand même tout intérêt justement à la modifier. Bien sûr. N'importe quel établissement c'est très compliqué pour un établissement, selon moi, de proposer exactement le même menu en commande qu'à table, parce que c'est une expérience totalement différente. Il faut être capable de se renouveler, de réfléchir à d'autres typologies de menus, d'autres typologies de plats qui peuvent s'adapter facilement au click and collect. Ça, on l'a vu, hein, tous les établissements qui se sont lancés là-dedans ont proposé des menus différents, ils les ont renouvelés très régulièrement. Donc, on a beaucoup d'établissements, toutes les semaines, ils changent les menus qu'ils proposent à la commande. Et du coup, tu en as parlé rapidement, Pierre-Olivier, et Guillaume a commencé par là. Guillaume, tu as parlé d'omnicanalité. Est-ce que
c'est peut-être la clé de ce nouveau parcours, l'omnicanalité. Est-ce que Guillaume, tu pourrais un peu nous définir pour les personnes qui nous écoutent ce qu'est un parcours omnicanal? Bien sûr, bien sûr. Alors, je me permets juste de rebondir sur ce que Ouais. tu disais, qui était très vrai. C'est cette digitalisation va en partie, tout ou partie va rester. C'est vrai qu'on parle des comportements qui ont changé. On parle beaucoup du monde d'après, dans lequel on est déjà un petit peu, et potentiellement de ce qui va rester. Je pense que le télétravail, tu en parlais à l'instant, va probablement soit rester. Alors, je pense qu'on va pas tous rester en télétravail à Non. 100%, mais en tout cas évoluer fortement. Hein, des entreprises qui étaient complètement fermées au télétravail, on le voit aujourd'hui, s'ouvrent bien évidemment de façon forcée, mais voient que ça fonctionne. Donc, ça va complètement changer la façon de travailler. La digitalisation des petits commerçants et des restaurants, bah, ça leur apporte aujourd'hui un salut, une survie, mais demain, c'est un canal supplémentaire qu'ils n'utilisaient pas avant, donc un business potentiel supplémentaire, et pour le consommateur, une expérience client nouvelle sur des restaurants qu'il adore, et pour des raisons, j'étais connecté au live précédent, on le voit bien, bah, parfois, on a aussi tout simplement envie de se faire livrer et de profiter d'un repas, d'un burger, d'une pizza chez soi. Donc, c'est vrai que tout ça, je pense que ça va rester, le télétravail, le click and collect et cette expérience nouvelle un petit peu sur des restaurateurs ou des petits commerces qui ne le faisaient pas avant. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est l'omnicanalité. Alors, c'est quoi l'omnicanalité? C'est un grand mot, mais concrètement, c'est un peu la convergence des deux mondes, du monde, je dirais, digital, e-commerce et du monde physique. Aujourd'hui, on a vu également l'essor du sans contact. Hein. Aujourd'hui, 80% des paiements maintenant en magasin se font en sans contact, depuis que le plafond a été relevé à 50 euros. Maintenant qu'on a tous pris l'habitude de mettre notre carte pour 80% des paiements, sur 8 sur 10, on n'a pas envie que ça revienne en arrière non plus. L'omnicanalité, je pense que l'idée derrière l'omnicanalité, c'est faire du paiement quelque chose de facile, voire d'invisible, et de le transformer en service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis sur un site e-commerce, je fais une commande, mais dans mon panier, il y a un produit que j'ai envie de voir en magasin, il n'est pas très loin de chez moi, je vais me rendre en magasin, je l'essaye, je le regarde, ça me plaît, ça valide mon panier sans que j'ai besoin d'annuler mon panier ou de payer en magasin ou de retourner sur... Voilà. Ça apporte une expérience client ultra fluide, simple, ou à l'inverse, là on a une approche vraiment web to store, mais à l'inverse, store to web, j'ai acheté quelque chose en magasin, plusieurs articles, je reviens à la maison, en fait, j'ai acheté quelque chose qui me satisfait pas ou que j'ai déjà, enfin, et du coup, je souhaite annuler une commande et me faire rembourser automatiquement sans avoir besoin de passer par un service client, redonner mes identifiants, mon numéro de carte pour faire un remboursement, et avoir en fait, une fois de plus, une expérience client complètement fluide et optimisée. Et donc l'omnicanalité, c'est vraiment ça, c'est les deux mondes qui convergent et qui apportent aujourd'hui un service nouveau. Et on est vraiment au tout début de l'omnicanalité. J'ai pris deux exemples simples, hein, le click and collect en fait partie aussi, une commande entre guillemets digitale qui permet de récupérer ou alors de se faire livrer via un commerce physique, mais tout devient possible. Et en fait, c'est faire du paiement qui, à la base, peut être un pain point, hein, une vraie source de stress quand ça fonctionne pas. En fait le démarrage de toutes les possibilités d'optimisation de l'expérience client, mais aussi créer de nouveaux services pour les petits commerçants ou les plus grands réseaux et développer un avantage concurrentiel également via des services innovants. Ouais, c'est intéressant cette importance du paiement finalement dans le parcours omnicanal. Donc le parcours omnicanal, c'est aussi la capacité de proposer une expérience qui soit personnalisée. Nous, chez Testicloud, c'est justement sur ça qu'on penche, c'est comment on arrive à suivre le parcours du client. Tu as pris un bon exemple, Guillaume, tout à l'heure, en disant je commande. Donc, tu as pris l'exemple plutôt dans le retail où j'achète un article, mais j'en garde un sous le coude que je veux essayer en magasin. Au même titre, on pourrait imaginer un schéma similaire en restauration où je commande, ou en tout cas, je commande quelque chose que je veux consommer sur place, ce qu'on appelle nous chez Testicloud le click and serve.
mais derrière, sur place, rien ne m'empêche de reconsommer. Ça, c'est des problématiques qui sont hyper intéressantes et où on enlève le point un peu de friction qui est le paiement. Mathieu, je crois que chez LivePay, c'est aussi une problématique que vous travaillez, notamment ce fameux passage, enfin, de la commande digitale en salle. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu quelles sont vos réflexions là-dessus? Parce que c'est vrai, je pense que tu es d'accord avec ce qu'a dit Guillaume sur cette idée de parcours de paiement invisible. Voilà, c'est Je suis intéressant. d'accord, hein, limiter, voire même supprimer les irritants lors d'un parcours d'achat. La phase de paiement est forcément un bel irritant, ou en tout cas une phase qui est pas forcément la plus sympa dans l'achat d'un service ou d'un produit, mais on va beaucoup plus loin sur aller sur cette expérience de paiement augmenté, proposer des nouveaux parcours innovants permettant d'avoir cette transaction de A à Z entre le choix du produit ou ce qu'on souhaite consommer et la phase de paiement. Donc oui, après les réflexions, elles vont bien plus loin, puisque aujourd'hui, autour de tout ça, il me semble que c'est Pierre-Olivier qui soulevait tout à l'heure l'importance aussi et l'essor du mobile qui a permis d'accéder à toute cette offre de services. Le challenge aujourd'hui pour le commerçant, c'est d'exister sur cette vitrine-là et sur le mobile, donc qui est finalement une nouvelle vitrine, un nouveau pas de porte qu'il faut animer et mettre en avant. Mais pour le consommateur aussi, il faut qu'il puisse s'y retrouver et retrouver cette offre de service de la manière la plus simple possible et sur le device qu'il utilise le plus tous les jours. Hein. Donc, et après sur site, ce que tu disais, Martin, les réflexions aujourd'hui, elles sont sur certes click and collect, livraison, mais une fois sur site et pour la réouverture des salles de restaurants, de pouvoir proposer des expériences qui facilitent ces moments de consommation, que ce soit le paiement à table pour éviter d'attendre trop longtemps une addition ou qu'on vous amène le terminal de paiement ou autre, faire en sorte qu'on puisse appeler directement son addition, la régler entièrement ou partiellement et supprimer finalement cet irritant-là qui vient un peu gâcher l'expérience qu'on vient de vivre, puisqu'une fois qu'on a consommé, la seule chose qui reste à faire, c'est payer et partir. Et pour le restaurateur, l'enjeu, c'est d'avoir une rotation aussi de table beaucoup plus rapide et éviter de perdre du temps ou de focaliser ses équipes sur une étape qui est finalement assez sans grande valeur. Assez peu de valeur. Ouais, voilà. À part juste, il y a quand même le contact client qui peut permettre de récupérer un feedback sur l'expérience. Mais globalement, dans des phases de rush du midi, ça reste assez limité. Et d'autres problématiques ou d'autres réflexions vont être sur faciliter aussi l'étape avant le repas, donc la commande à la table, permettant de directement envoyer sa commande sur les systèmes de caisse, de manière à ce qu'on gagne ce temps-là aussi. Donc c'est adapté à certaines typologies de restauration. Par exemple, la restauration du midi est quand même une restauration où dans les zones de bureau ou autres, où il faut aller quand même assez vite, les pauses déjeuner sont pas non plus extensibles, et le restaurateur doit toujours maximiser la rotation de ses tables. Donc toutes ces minutes gagnées au début et à la fin permettent de développer le chiffre d'affaires et la rentabilité du restaurateur, tout en proposant finalement une expérience complètement fluide pour le client. Oui, parce que c'est vrai ce que tu dis sur on a tous eu on a tous vécu l'expérience du paiement un peu trop long. Ouais. Non, juste si je peux poursuivre sur ce que tu dis, Mathieu. Avant la possibilité de payer directement via QR code, directement sur sa table, nous on a depuis quelques années un sujet de payer sa table avant même son arrivée. Ouais. C'est quelque chose que l'on voit de manière récurrente maintenant. Pourquoi ? Déjà parce que de un, on achète énormément de choses
sur son téléphone ou sur Internet, on achète une place de spectacle, on achète une place de cinéma, ça commence à être de moins en moins un frein de payer pour un service comme une table directement. En plus de ça, maintenant un client sur deux commence à connaître sa carte bleue par cœur à force de l'utiliser sur Internet. Il connaît déjà tous les numéros et ce qu'on a vu ces derniers temps, c'est qu'effectivement de plus en plus les restaurateurs proposaient de payer la totalité ou en partie, ou alors au moins de même mettre une empreinte bancaire sur sur leur table, soit pour sécuriser évidemment, soit pour directement gagner du temps avec un choix de menu. Et d'ailleurs, Martin, on y avait réfléchi, ça, essayer de coupler réservation de table et choix et commande de menu directement en couplant nos deux outils afin de maximiser l'expérience, de proposer aux clients, savoir exactement déjà ce qu'ils souhaitent et qu'ils puissent arriver à table, gagner un maximum de temps. Mais c'est ça aussi, cette fameuse expérience omnicanal. Aujourd'hui, tu as des clients qui réservent de manière habituelle dans ton restaurant. Tu apprends à les connaître et à savoir ce qu'ils consomment. Derrière, si tu peux, au moment où ils commandent en 2021, leur proposer ou leur pré-proposer le plat ou en tout cas l'offre de restauration pour laquelle ils sont souvent, enfin pour laquelle ils optent le plus souvent du temps, c'est déjà quelque chose. Et après, c'est vrai que c'est là où il faut aller jusqu'au bout. L'expérience, pour qu'elle soit maîtrisée et appréciée par le client final, il faut aussi qu'elle soit flexible. Je pense que le mot flexibilité, il est très important dans cette idée d'omnicanalité. Et par flexibilité, j'entends pouvoir modifier sa commande si elle a été préfaite en ligne lorsqu'on est sur place, la compléter éventuellement aussi. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Donc je pense que sur ce qu'il faut retenir aussi de cette omnicanalité, c'est cette capacité qu'a le restaurateur via les outils digitaux à finalement proposer à son client que des portes ouvertes et aucune friction. Donc ça, c'est important, très important. Et le point va être aussi quand même par rapport à toute cette offre de service qui va arriver dans le monde de la restauration ou qui est déjà là mais qui va se développer, hein. C'est aussi de proposer une expérience qui soit la plus cohérente possible, la plus simple et fluide, éviter d'en proposer trop au risque de perdre le consommateur. Il faut arriver à faire quelque chose d'hyper simple et super fluide, permettant de l'embarquer dans cette nouvelle expérience et qu'il voit son bénéfice tout de suite et pas des contraintes je suis obligé de passer par telle solution, je suis obligé de télécharger encore une application. Et c'est vrai que nous, on travaille beaucoup à ça, hein, c'est de regrouper le maximum de services dans le même support, dans la même application, pour éviter de démultiplier les freins lors du parcours, hein. Oui, parce qu'aujourd'hui, je le fais apparaître à l'écran. Aujourd'hui, il y a quand même plein de points de contact avec son client. On a souvent cette image de la restauration qui peut démarrer avec cette réservation au téléphone, mais comme tu l'as dit très justement, Pierre-Olivier, de plus en plus en ligne, hein, on a tous pris le pas là-dessus. Ce fameux passage au restaurant, où là, c'est aussi important en 2021 de savoir quand ton client arrive qui il est et éventuellement deviner aussi ce qu'il a envie de consommer. Donc là, on va revenir là-dessus, Pierre-Olivier, peut-être que tu peux en parler. Mais il y a vraiment aussi la notion de personnalisation de l'expérience. Comment aujourd'hui un restaurateur peut arriver à proposer une expérience personnalisée à ses clients? Ça, c'est une très bonne question pour le coup. Oui, alors le sujet il est très simple, c'est comment on fait pour personnaliser son expérience. Ben, d'abord, il faut le connaître, le client. Et comment on le connaît? Grâce à une base de données, grâce à un fichier client. Alors effectivement, il y a quelques années, le fichier client existait ou existait très peu. Qu'est-ce qu'a apporté le numérique au monde de l'hôtellerie et de la restauration? C'est ça, c'est un fichier client au final. Pourquoi? Parce que dans un restaurant, évidemment, les clients, ceux qui viennent le plus souvent, ils seront toujours reconnus, mais un fichier client ne stocke pas, un cahier papier ne stocke pas de données. En revanche, je prends l'exemple d'un client qui vient 1 à 2 fois par an.
Un restaurant, lui, ne le connaîtra jamais, il le reconnaîtra pas. 1 à 2 fois par an, il ne le reconnaîtra pas. En revanche, un fichier client pourra lui donner des infos, des indications sur qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois, quel menu potentiellement il a pris, à quelle table il était placé, est-ce qu'il y avait des allergies, est-ce qu'il y avait des habitudes alimentaires, est-ce qu'il y a eu une bouteille de vin qui a été préférée, est-ce qu'il y a eu un anniversaire qui s'est passé. Donc la première chose, le premier point d'entrée pour moi, si on veut maximiser l'expérience d'un client, c'est d'abord de le connaître. Et c'est ce qui améliorera l'accueil et c'est ce qui fait gagner du temps parce que avoir les coordonnées d'un client, avoir ses infos, son nom, son numéro de téléphone, son adresse mail, déjà en soi c'est un énorme gain de temps lorsque le client réalisera de nouveau une réservation. Alors à partir du moment où il réalisera peut-être une commande, où il réalisera du click and collect, le max d'infos que l'on a sur un client, c'est un gain de temps et c'est une expérience réussie. Voilà ce qu'on se dit de notre côté, voilà ce que l'on voit de plus en plus. Tout à fait. Et pour compléter ce que tu dis, sur la partie commande en ligne pour l'instant, mais ça pourra venir aussi sur la partie commande à table. Chez Testicloud, évidemment, ces problématiques, on est en train d'y travailler. Se dire qu'un client qui revient et qui a commandé un lundi, je sais pas moi, une pizza vegan, par exemple, ça peut être intéressant de l'orienter tout de suite vers des recommandations qui seront autour de cette typologie de produits. Et inversement. Donc ça, c'est très intéressant, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Et puis il y a aussi la capacité que tu as à revenir vers ton client avec des propositions qui sont adaptées. Si on prend l'exemple d'un client qui vient en ligne faire une commande, lui refaire derrière et on le voit sur le schéma, hein, la partie promotion, mais aussi promotion, voilà, actualité, promotion, notification. Être en mesure de pouvoir très simplement, parce que l'idée c'est pas que ça devienne chronophage et le restaurateur a évidemment plein d'autres choses à faire que de faire cette partie marketing, mais être en mesure de revenir vers lui avec la bonne offre de restauration par rapport à ce qu'il aurait pu consommer, c'est intéressant. Ça peut être une offre, ça peut être une réduction, une remise sur un produit qu'il a l'habitude de commander chez vous, mais c'est ça aussi cette expérience omnicanal qu'il faut réussir à créer aujourd'hui. Ouais, et puis, tu sais, je vais le dire encore plus simplement. Tu as des établissements qui veulent proposer chaque fois que le client revient une expérience différente. Pourquoi? Parce que c'est leur méthode de fonctionnement. Parce que si un client a choisi tel ou tel menu, ou même pour des restaurants gastronomiques, telle ou telle expérience, le but c'est de savoir exactement qu'est-ce qu'il a commandé la première fois, qu'est-ce qu'il a pris la première fois, et lui proposer quelque chose de différent. Donc clairement, le maximum d'infos que tu auras sur ta base de données, à partir du moment où tu l'as, tu pourras automatiquement améliorer l'accueil ou améliorer la prise de commande. J'ai une question. Non, ce qui va complètement avec un des challenges du commerce d'aujourd'hui, hein, c'est d'arriver à personnaliser au maximum l'offre proposée ou les messages adressés. Toujours cette histoire de smartphone qui est omniprésent nous a complètement habitués à une prise en compte de nos centres d'intérêt, une meilleure connaissance de ce que l'on aime et de ce que l'on consomme ou autre, à faire bien évidemment avec beaucoup d'intelligence sans avoir une pression promotionnelle. Quand je dis promotionnelle, c'est pas que faire des offres, c'est la mise en avant de son offre de restauration. Mais du coup, le consommateur s'attend aussi à de l'hyper personnalisation des messages dans la relation qu'il a avec le consommateur, avec le commerçant, pardon. Et si je rebondis sur un point de Pierre-Olivier, l'intérêt de tout ça, de cette data-là aussi, est aussi de ne pas connaître uniquement ses clients les plus fidèles, puisque ceux-là, potentiellement, dans son restaurant, on va commencer à les reconnaître, à être habitués et à savoir un petit peu quelles sont leurs préférences. Mais c'est aussi de pouvoir toucher ceux qui viennent de manière beaucoup plus occasionnelle et les inciter à revenir plus fréquemment, de manière à les amener à plus de fidélité et plus de passage. Ouais, et puis, mais vraiment, imaginez-vous, vous venez une fois par an dans un restaurant et la deuxième fois où vous revenez, le restaurateur connaît exactement ce que vous avez pris, à quelle table vous étiez. La surprise, elle est totale. Alors, on a un certain pipe d'établissement de notre côté, et effectivement, on a des restaurants gastronomiques qui sont vachement axés là-dessus, et pour eux, il est ultra important de noter tous les éléments qu'ils peuvent stocker, les allergies, les tables préférées, leurs habitudes.
mais on a vu sur des fichiers clients chez nous des notes des allergies apparaître sur une plus grande un plus grand nombre de restaurants, une typologie différente, que ce soit des brasseries ou des petits restaurants. Pourquoi? Parce que ils savent et ils le voient dans les yeux des clients lorsqu'ils se rappellent d'eux, parce que l'outil leur a permis ça. C'est un accueil et presque c'est de la communication gratuite entre guillemets. C'est de la fidélisation gratuite. Après, moi, je rajouterais juste un petit point. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'expérience consommateur et c'est vrai que c'est essentiel. Après, il y a aussi l'expérience commerçant qui est ultra importante. C'est vrai que nous, en toute humilité, on a vraiment constaté ça cette année. Bien évidemment, tout le monde a pris conscience du besoin de se digitaliser, mais comment? Et c'est vrai que c'est un métier, hein, c'est une expertise. Un restaurateur qui du jour au lendemain doit mettre en place une solution qui va lui permettre de prendre des commandes en ligne, de faire du paiement sécurisé, de suivre ses commandes avec un back office. Comment? Et les choix sont multiples, vers qui se tourner. C'est très compliqué. Donc c'est vrai que il faut aussi, quand on se positionne dans cet univers restaurant, petits commerçants qui ne sont pas dans ce quotidien digital, il faut vraiment pouvoir apporter une solution extrêmement simple qui va se mettre en place en 2 clics, qui va leur apporter le minimum de ce qu'ils sont en droit d'attendre, c'est-à-dire vraiment la possibilité de façon simple, fluide, de proposer effectivement un paiement sécurisé et ensuite le suivi des commandes. Ce qui a cartonné cette année, c'est le paiement par mail. Voilà, c'est pas les solutions, je dirais, plus classiques. On a des solutions e-commerce pour tout site e-commerce digne de ce nom. Mais nous, ce qui a cartonné, c'est le paiement par mail. Le paiement par mail qui permet effectivement en un mail de faire un paiement sécurisé et de suivre ensuite avec un back-office simple toutes les commandes en cours, payées, pas payées, de relancer les clients. Et là, on ouvre en plus vers tout ce que tu disais, Pierre-Olivier, tous les échanges avec les clients, puisque ça aussi, c'est un comportement commerçant qui n'est pas nouveau, échanger avec ses clients, mais qui est décuplé du coup grâce à ces nouveaux outils qui restent simples, mais sur lesquels ils vont pouvoir donc personnaliser, fidéliser encore plus que ce qu'ils font aujourd'hui, se différencier en proposant des solutions effectivement simples, sécurisées et efficaces, et tout en rassurant bien évidemment le consommateur puisque tout est fait en toute sécurité. Donc c'est vrai qu'il faut aussi penser à l'expérience consommateur. Ouais, tout à fait. L'expérience du restaurateur, du commerçant, elle est hyper importante. Il faut qu'elle soit simple. C'est bien de l'avoir noté. Et effectivement, ça passe par une intégration aussi des outils existants. Je prends l'exemple de Guest Online, mais ça peut être aussi l'exemple avec Life. Typiquement, chez TestiCloud, ces intégrations permettent à un restaurateur d'avoir une logique, une continuité dans ses outils. Au même titre que dès qu'une commande tombe, par exemple, sur un click and collect de nos restaurateurs clients, cette commande tombe directement sur le POS, donc le logiciel de caisse. L'idée n'étant surtout pas de venir rajouter un outil, un device supplémentaire. Ils ont déjà assez à faire avec toutes les tablettes que peuvent leur incomber des plateformes de livraison, par exemple, mais pas que. Donc oui, tu as raison de le noter, c'est très important et on parle de cette expérience, de ce parcours sans couture pour le client final. Pourquoi? Pour justement accélérer le taux de repeat et permettre aussi de mieux fidéliser, parce que c'est comme ça, c'est en proposant une expérience comme celle-ci qu'on arrive à justement fidéliser cette clientèle, créer la différence. Mais évidemment, ça ne peut pas se faire si la mise en place est compliquée côté restaurateur. C'est une évidence. Ok. Bon, c'est intéressant. Il y avait 2-3 questions. Je vais rebondir sur la question de Marianne Tanguy qui dit quels sont les KPI d'efficacité dans ce parcours et comment estimer le retour sur investissement. Très bonne question, très pointue. De toute façon, les KPI d'efficacité restent sensiblement les mêmes que ceux habituels. Je pense que l'idée, c'est tout simplement de voir, je viens d'en parler, la répétition, en tout cas la fidélisation client. Après, donner un KPI précis, je pense que c'est en fonction aussi des différents steps. Il va falloir suivre son taux de conversion. Typiquement, chez TestiCloud, on fait suivre le taux de conversion sur les produits. C'est un bon moyen pour un restaurateur de savoir quelle offre proposer à quel client. On met aussi le taux d'abandon de panier, classique, comme on peut le faire sur du retail. Après, je ne sais pas si vous voulez compléter ces infos, mais je pense qu'à chaque étape du parcours, il y a évidemment des KPI à suivre bien différents.
C'est sûr que pour compléter sur l'étape, par exemple, plutôt paiement, un des KPI, c'est vraiment de faire attention au taux d'abandon d'un paiement, voir qu'est-ce qui a pu bloquer ou freiner la conversion, d'où l'intérêt de proposer des solutions qui sont vraiment les plus complètes possibles et les plus sans couture, quoi. Donc, je pense que le KPI pour le restaurateur est vraiment ce côté satisfaction client. Normalement, un client mécontent se manifeste souvent beaucoup plus qu'un client totalement satisfait. Donc, c'est des choses à pouvoir, qui peut suivre et mesurer au quotidien. Tout à fait. Après, sur la partie retour sur investissement, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir ce qui va se passer dans les mois à venir. C'est une fois que les restaurants seront ouverts à nouveau, je le souhaite le plus vite possible, bien évidemment, voir ceux qui vont continuer à effectivement avoir tous ces nouveaux services de click and collect, de livraison qu'ils ont mis en place, ces outils digitaux, et voir si effectivement ça génère du revenu supplémentaire par rapport au monde d'avant. Et à ce moment-là, on pourra vraiment parler de levier de croissance nouveau et le retour sur investissement sera évident. Puisqu'aujourd'hui, on n'est pas sur un retour sur investissement, on est vraiment en mode survie. Donc c'est vraiment dans un deuxième temps, à mon sens, qu'on pourra le mesurer. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense vraiment que c'est quelque chose qui va continuer, qui va durer, qui est acté aujourd'hui à la fois pour les commerçants et pour les consommateurs. Donc tout ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, ce soit un nouveau levier de croissance pour tous les petits commerçants et restaurateurs. Ouais, mais c'est vrai qu'on a cette question qui est là et il faut aussi arriver pour un restaurateur ou commerçant à avoir la capacité de faire les deux sans se faire du mal. C'est vrai que avant la crise, on avait beaucoup de clients qui démarraient déjà avec le click and collect. Et parfois, ils étaient un peu pris de court par le click and collect qui empiétait un peu sur la salle. Il y a quelques années, on voyait aussi, et je pense qu'on en a tous fait l'expérience, trop de livreurs, des livrons qui se trouvaient, des livrons ou autres, qui se trouvaient devant le palier de porte du restaurateur. Et quand on venait manger sur place, c'était aussi un frein. Tout ça sont aussi des freins à l'expérience. Donc, je pense que dans les réflexions, il faut aussi, parce qu'on en a peu parlé, mais repenser son parcours en salle, tout simplement, son expérience en salle. Ça passe peut-être par la création d'un coin dédié à la vente à emporter, par exemple. Ça, c'est des sujets sur lesquels on accompagne les restaurateurs en ce moment. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais au téléphone avec une restauratrice qui elle, cartonne en ce moment avec la vente en ligne, qui a réussi à vraiment passer ce cap et qui anime avec justement une très bonne maîtrise des réseaux sociaux au quotidien pour prendre des commandes, qui fait des choses très contextualisées, typiquement en ce moment pour les fêtes, des bons cadeaux, une vraie animation, comme pourrait le faire un commerce, autre que un retailer, mais pour la réouverture, elle prévoit déjà de compartimenter son restaurant en deux, de prendre peut-être 20% de salles en moins. Elle fait ce pari, qui seront dédiés à ce corner vente à emporter, avec tout un setup de mise en place, tout l'outillage et évidemment un comptoir, et le reste pour la salle. Et je pense que ça, c'est aussi un des points clés dans la réussite d'un double parcours on et offline, que de penser dans sa globalité la chose et non pas de se dire j'ai le click and collect, puis je rouvre et puis je change rien, parce que c'est finalement pas comme ça que ça marche. Les parcours vont être vont se confronter l'un à l'autre forcément, puisque beaucoup de restaurateurs étaient plutôt dans le côté traditionnel en salle, ont découvert et se sont mis au click and collect. Derrière, c'est quelle stratégie j'ai par rapport à maintenir potentiellement ces deux activités-là sans détériorer l'une ou l'autre. Et donc, ils vont revenir à cette clientèle en salle, mais tout en continuant de développer l'activité plutôt online. Ce qui est un vrai challenge, c'est clair. Tout à fait. Et pour un client même qui se rend sur place et qui vient consommer sur place, par exemple, venant d'une réservation, de voir qu'il y a toute cette organisation sur la partie vente à emporter, ça joue aussi beaucoup sur l'envie qu'il peut y avoir derrière de tester cette expérience de vente à emporter. Donc tout ça a son importance, je pense. Et inversement, et donner aussi envie de venir tester l'expérience sur place.
Et inversement, tout à fait. Potentiellement accéder à une carte qui est différente, à des produits différents, consommer d'autres choses, vouloir passer un moment dans un endroit qui est accueillant, voilà. Tout à fait, tout à fait. Sur la partie, je vais revenir sur le moment du paiement parce qu'on en a pas mal parlé et en même temps, il est très important ce paiement. Vous avez parlé tout à l'heure tous les deux de paiement invisible. Comment on peut arriver aujourd'hui, alors on le sait, on a tous eu cette expérience, comment concrètement on peut rendre le paiement invisible ou du moins l'accélérer parce qu'il y aura un sujet sur ce turnover à la reprise. On le sait, les restaurateurs vont avoir besoin de faire du chiffre d'affaires, vont avoir besoin d'optimiser tout de suite leur marge. Ça passe par le turnover. Ça passe aussi peut-être par des solutions un peu autonomes qui permettent peut-être de limiter un peu sa masse salariale. C'est pas forcément l'idéal de dire ça, mais c'est une réalité. Et à un moment, vu avec les pertes qu'il y a eu en 2020, on peut pas espérer démarrer 2021 de la même manière. Comment en tout cas, et je pense notamment au mobile, comment on peut réussir à enlever ce moment du paiement, tout simplement. Est-ce qu'il y a des exemples dans peut-être d'autres secteurs qui le font déjà bien? Je pense que oui. Oui, bah le meilleur exemple, effectivement, c'est Uber. Je pense que Ouais, aujourd'hui, moi, à chaque fois que je prends un vrai Bizarre, on pense à taxi, la même chose. bah oui, c'est évident. Mais quand je prends un taxi, donc qui n'est pas un Uber, je pars sans payer. Et on me dit, attendez, il faut payer. Ah oui, j'ai oublié. J'ai oublié. Et je pense que c'est vraiment ça les vraies avancées, c'est quand on peut plus revenir en arrière. Maintenant qu'on a goûté à ça, on ne peut plus revenir en arrière. Et le Où tu paiement prends le... invisible, on le voit bien, tout le monde essaye de c'est le, l'adapter à son business. On voit Amazon qui teste avec Amazon Go le magasin où on rentre, en passant reconnaissance en caisse. faciale, on sait qui vous êtes, vous prenez vos produits, vous partez, vous n'avez pas payé, vous n'avez pas fait l'acte de paiement, mais vous avez payé sur votre compte. Et puis ensuite, bien évidemment, ça ouvre à toutes les solutions d'omnicanalité, de fidélisation, de personnalisation dont on parlait tout à l'heure. L'exemple de Pierre-Olivier, moi, je le trouvais passionnant. Ceux qui veulent déjà à l'avance, avant même d'aller au resto, payer et dire sûr. c'est pour moi. Donc on vient, on profite vraiment pleinement de l'expérience. On s'embête pas à faire l'acte de paiement. On peut repartir, on perd pas de temps, on Tout à retourne au fait. bureau si c'est une pause déj et c'est déjà réglé. C'est magique. Et là, effectivement, on oublie tous les irritants liés autour du paiement et on ouvre vraiment une expérience utilisateur, client, consommateur qui est magique. Ouais, et puis tu vois, alors juste pour rebondir là-dessus, tu l'as dit, ça peut être implanté pour des repas d'affaires, mais si tu regardes la typologie des réservations, même si malheureusement à cause du Covid, t'en as pas eu énormément en 2020, mais pour tout ce qui est repas de groupe, un restaurant lorsqu'il propose un repas de groupe, il faut savoir qu'à l'avance, il y a eu souvent un devis, il y a eu souvent un nombre de couverts, il y a eu déjà des menus qui ont été choisis, des plats, les bouteilles, etc. Donc finalement, il n'y a quasiment aucun intérêt à ne pas payer à l'avance, à ne pas régler à l'avance. Et c'est quelque chose que l'on verra se démultiplier de plus en plus. Rien qu'à juste avoir l'essor de l'empreinte bancaire sur les réservations au niveau du restaurant, on sait forcément qu'on sera amené, comme c'est déjà le cas aux États-Unis ou comme c'est le cas en Angleterre. En France, on a toujours un tout petit peu de retard par rapport à ça, mais on sera forcément amené à directement régler sa table comme on réglerait une commande avant même d'y arriver. Et effectivement, là, tu limites le frein. Et ce qu'il faudra aussi, c'est arriver à proposer des solutions permettant de fluidifier l'expérience sur site aussi, hein, puisque payer à l'avance son repas te ferme potentiellement dans l'esprit à consommer plus que ce que tu avais déjà prépayé ou payé. Donc de voir si tu peux consommer d'une manière beaucoup plus facile et toujours sans friction sur site et qu'on favorise cette expérience-là. Donc on voit bien que le paiement est une étape clé, mais que on cherche tous à faire en sorte qu'elle soit plus rattachée à une expérience nouvelle et à un bénéfice d'expérience de vécu que de simplement payer. Et c'est ce qu'on cherche tous à faire. Oui, on n'est plus juste sur une transaction, on veut vraiment être dans une expérience. Exactement. On n'est pas juste je fais mon paiement parce que c'est une étape obligatoire. Non, en fait, l'idée c'est de faire en sorte que ce n'est qu'une étape quasiment invisible, indolore, dont on se rend pas compte, et ne reste plus que le plaisir de consommer.
Ouais, c'est intéressant. Surtout qu'il y a un vrai paradoxe entre le moment où je vais payer, mettre ma carte et attendre un peu versus le moment où je consomme, où je m'assois à table et je consomme un bon plat. Pour le coup, c'est C'est un peu ça. dommage de finir sur un 15 minutes d'attente avec passage à la de la carte, quoi. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à fluidifier. Sur la partie post-paiement, je reviens là-dessus. Peut-être question pour Mathieu pour le coup. Je sais que les autres commerçants, enfin les autres types de commerçants ont déjà lancé ces systèmes de fidélisation en ligne. Les restaurateurs, pour le coup, j'ai moins vu ça. Je pense aux cartes de fidélité, aux cagnottes, des choses comme ça. Est-ce que c'est aussi des choses qui peuvent se digitaliser pour les restaurateurs? Je pense que oui, bien évidemment. D'autant plus quand on voit la propagation, en tout cas la capacité des gens à revenir consommer dans les mêmes endroits. Là, on voyait un peu plus haut Ouais, la partie clairement. économie locale où tu vas peut-être te resserrer autour de ton tissu et peut-être te recentrer sur les commerces qui se trouvent à proximité. Est-ce qu'il y a un coup à jouer aussi pour les restaurateurs là-dessus? Bah, il y a forcément un coup à jouer, c'est-à-dire qu'on revient au sujet qu'évoquait tout à l'heure Pierre-Olivier, mais sur Ouais, la connaissance client. Si que tu fasses une réservation ou que tu réalises un paiement sans avoir réservé ou un click and collect te permet, toi en tant que restaurateur, de mieux connaître ton consommateur, d'alimenter un fichier et une data ou d'alimenter un programme de fidélité. Nous, c'est ce qu'on travaille au quotidien, c'est-à-dire que chaque paiement crée une ligne de données pour le commerçant, lui permettant derrière d'animer ses clients au quotidien sans avoir une pression promotionnelle trop forte et une présence trop forte, puisque tout arrive dans l'application. Euh, mais ce simple acte de paiement finit par répondre à ces enjeux de data. Et quand tu arrives à relier ça par les intégrations qu'on peut faire entre nos différents services, on arrive à proposer quelque chose, une expérience vraiment complète entre click and collect, réservation, paiement. Et donc tout le monde contribue au même enjeu, quoi. ouais, tout à fait. Messieurs, il est bientôt 11 heures. On a pas mal parlé. Le temps file. Ouais. Est-ce que vous voulez chacun dire un dernier mot? Sinon, je clôture cette conférence. Donc, Pierre-Olivier, Guillaume, si vous avez quelque chose à rajouter. Vas-y Guillaume, je te laisse la main. Merci encore pour ce moment tous ensemble. Moi, je pense qu'effectivement, c'était une année difficile pour tout le monde. C'est une année qui a changé beaucoup de choses. Donc, j'espère qu'on va vite passer à autre chose et que dans ce nouveau monde, il y aura donc des nouveaux usages et qui apporteront donc toujours plus de valeur ajoutée aux consommateurs, aux commerçants. Et donc, je pense que c'est aussi tous ensemble qu'on peut travailler à améliorer toujours cette expérience consommateur et commerçant, bien évidemment. Ouais, là-dessus, ben, merci Martin pour l'invitation. Effectivement, je trouve ça assez intéressant la manière dont en 2020 les différentes solutions se sont créées, se sont développées, les manières de consommer ont effectivement évolué. Et je trouve que du coup, en un an, par une mauvaise nouvelle, eh bien, on a énormément avancé sur la création de nouveaux outils, de nouvelles manières de consommer, et en espérant que ça nous donne un bon socle pour 2021 et pour les années à venir. Ouais, tout à fait. Je pense que du coup, voilà, on peut se dire que le nouveau restaurateur va devoir composer avec plein de points de contact, arriver à proposer cette expérience à mi-chemin entre le digital et le physique, mais qui soit relativement connecté. Et pour gagner, il va falloir donc maîtriser bien évidemment cette relation client. C'est ça. Ça passe par voilà un fichier client, comme le disait Guillaume, une connaissance de son fichier client, la capacité de proposer une expérience fluide sans couture, comme le disait Mathieu et Guillaume, c'était Pierre-Olivier que je voulais dire avant, et aussi évidemment être en capacité de remercier et de fidéliser sa clientèle en fonction de l'acte d'achat qui aura été fait. Tout ça sans que ce soit compliqué à mettre en place. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui il y a plein de solutions comme celles qu'on peut voir aujourd'hui, typiquement Life sur la partie paiement, Verifone également, Guest Online pour la partie réservation, connecté aussi à Testy Cloud sur la partie paiement en ligne. Tout ça sont des solutions qui peuvent vous permettre de composer avec ces nouvelles attentes consommateurs et de passer à un niveau supérieur pour proposer ce parcours omnicanal. Merci Ouais. à tous.
Ouais, je sais pas. Non, Merci. Merci. Non, On Merci à doit vous. clôturer. Merci à tous. Merci à Snapshift et toute l'équipe des Topping Days pour ces 3 jours. J'ai eu la chance de venir ici tous les jours. C'était un plaisir. Bravo à Lisa pour l'organisation et merci à tous ceux qui ont participé à ce live. À très vite et bon courage pour la reprise. Merci à vous. Merci, à bientôt. Au revoir. Salut.